Salut Francis Weber, heureux de vous avoir. Alors le dîner de cons, d'après votre fameuse pièce, donc, qui sort demain, avec Jacques Villeray, Thierry Lhermitte, Daniel Prévost, Francis Huster. Alors le producteur, oui. Catherine Fro et Alexandra Van Der Noot. Absolument. Oui. Le producteur, c'est Alain Poiret. Ça, on savait qu'il aimait beaucoup d'abord tout votre travail. Vous avez beaucoup aidé dans les années 70. Ensuite, il avait acheté les droits cinématographiques à la lecture de la pièce. Mais la musique, Vladimir Cosma. Alors comment, moi je ne connais pas, hein, j'ai rien contre Monsieur Cosma, mais comment en 1998 peut-on encore demander des musiques de films à Vladimir Cosma? Quand on a l'habitude, hein, je ne sais pas si je peux expliquer ça par un goût musical, dans la mesure où il sait que moi, j'ai pas beaucoup de goût en matière de musique. C'est-à-dire que je suis dialoguiste, et quand on met de la musique sur mon dialogue, j'ai l'impression que c'est un corps étranger. Donc, mais c'est vrai qu'il m'a fait la musique du Grand Blond avec une chaussure noire. C'est vrai qu'il a fait la musique de La Chèvre. Il a fait la musique de tous mes films. Alors, vous êtes content, quoi. Donc, vous le gardez. Ça, bien sûr. Mais c'est un monsieur qui a quel âge maintenant? Parce que moi, je vois son nom depuis que je suis tout petit. 108 ans. 108 ans. Non, il doit avoir Vladimir à la cinquantaine, je crois. Ah bon, à peine? Oui. Parce qu'il a commencé jeune, alors. On le confond avec Joseph Cosma, l'auteur des Feuilles mortes. En fait, Joseph Cosma est mort depuis 30 ans, lui. Ça doit être ça, parce que sinon, c'est pas possible. C'est des Cosma de père en fils. Alors, le film... moi, je l'ai vu, donc je peux dire ce que j'en pense. Je me suis marré. Je trouve d'abord qu'au début... J'avais pas vu la pièce, hein, pour vous dire franchement. Au début, quand j'ai vu arriver ce snob de Lhermitte, je me suis dit, oulala, ils vont se moquer des imbéciles, ils vont se moquer des pauvres et tout, ça va être terrible. Donc j'étais assez énervé. Quand j'ai vu qu'on voyait pas le dîner pendant tout le film, j'étais vachement content, bien entendu. Et je trouve la fin extrêmement émouvante. Bon, on rit beaucoup. Et la fin, c'est très bien. Formidable. Enfin... Je vous avais dû avoir déjà pas mal de compliments sur le sujet, mais enfin... Mais devenu de vous, ça me fait plaisir. Ça fait un de plus. Non, j'ai trouvé, si vous voulez, qu'à la fin, moi, j'avais une petite larme à l'œil quand il y a la dernière scène entre Pignon, donc... Alors, on va regarder un extrait, puis on continue la discussion. Magnéto. Il n'a pas de prénom. Je viens de vous le dire, juste Leblanc. Leblanc, c'est son nom, et c'est juste son prénom. Monsieur Pignon, votre prénom à vous, c'est François, c'est juste? Oui. Eh bien, lui, c'est pareil, c'est juste. Bon, on a assez perdu de temps comme ça. Ma femme a signé le roman de son nom de jeune fille, Christine Le Guirec. Ah bon? Elle est bretonne? Je vous en prie, restez concentrés. Excusez-moi. Et vous n'oubliez pas, en fin de conversation, vous lui demandez où vous pouvez joindre Christine Le Guirec. Ça sonne, je vous mets sur haut-parleur. C'est à vous. Je prends l'accent belge? Non. Allô? Allô? Oui, c'est vraiment drôle. Alors, dis donc, ce film, il a coûté 82 millions de francs. Alors, ils sont où, les 82 millions de francs? Parce que, bon, vous en prenez une partie, j'imagine. La plus grosse partie, c'est moi qui... J'espère pour vous. Non, mais la Tour Eiffel, derrière, c'est pas la vraie Tour Eiffel? Non, mais c'est plus cher. Ah oui, bien sûr, c'est une vraie tour. Vous avez fait construire une... Ah oui, d'accord. 4 tonnes et demie, c'est Tissandier, le décorateur, Hugues Tissandier, qui a voulu, et il a eu raison, donner à l'appartement quelque chose de, entre guillemets, gigantesque pour enlever la claustro du théâtre, vous voyez. Et donc, j'ai effectivement le luxe d'avoir une tour Eiffel merveilleuse. C'est fantastique, parce que moi, on a l'impression de ces appartements du Champ de Mars, là, avec la tour Eiffel qu'on pourrait toucher du balcon. Mais 82 millions, non, sérieusement. Le temps. Le temps, d'accord. Le temps, c'est très cher au cinéma, le temps. Et comme je voulais donner un rythme au film pour le déthéâtraliser, on a beaucoup travaillé au niveau des prises. Il m'est arrivé de faire quelquefois 30 prises avec les acteurs. On en parlera après, de toute façon, vous êtes un maniaque, vous. C'est pour ça que ça marche. Alors, la pièce faisait 2h20, vous avez fait un film d'1h20, donc c'est bien ce que vous disiez. Mais c'est un vrai film, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de... C'est pas du théâtre filmé, d'ailleurs, il y a des gros plans qui rendent ça beaucoup plus spectaculaire. Vous avez rajouté des choses comme l'accident. Oui, et puis c'est la première fois que je filme en scope, ce qui est bizarre, parce que avant j'ai filmé par exemple le Jaguar, où il y a des paysages amazoniens merveilleux, mais j'étais en 1,85. Et là justement, parce que le scope c'est le format idéal du cinéma, j'ai fait du scope pour la première fois dans probablement mon film le plus intimiste. Oui, c'est vrai. Et de voir le visage de Villeray sur un écran de 22 mètres, je me suis découvert que c'était des paysages extraordinaires, les visages. Un gros plan en scope d'un acteur, c'est aussi intéressant, sinon plus, que les chutes du Niagara. On admire leur talent de très près. Ah oui, c'est très... Alors, c'est pas facile d'adapter, parce que vous aviez fait l'adaptation, vous avez fait beaucoup d'adaptations, parce que si on commence à parler de tout ce que vous avez fait, on est là à minuit, mais vous aviez fait l'adaptation de La Cage aux Folles pour le cinéma, et vous disiez vous-même d'ailleurs que le film était moins drôle que la pièce. C'est difficile, non? C'est-à-dire que dans le cas de La Cage aux Folles, c'était difficile déjà parce qu'ils ont changé l'acteur. Ils ont pris Tognazzi, qui était italien et qui a joué en italien, en face de Serrault en français. Il avait signé le contrat pour le jouer en français, Tognazzi. Et quand il a vu que Serrault était tellement bon, il a dit « je joue en italien ». Moi. Il a eu la trouille. Ce qui fait que ça a dérythmé le film.
Et puis en plus, la pièce était une pièce d'acteur, La Cage aux Folles, ce qui fait qu'ils faisaient des traditions tous les soirs. Oui. Et la pièce pouvait avoir une demi-heure de plus certains soirs, Oui, vous voyez. oui. Donc le film qui était obligé de canaliser et de contraindre tout ça était à mon avis moins drôle que la pièce. Et puis il y a une telle complicité entre Poiret et Serrault, en plus. Mais en revanche, si vous voulez, j'ai fait l'adaptation de ma propre pièce, L'Emmerdeur. Le Contrat, vous avez fait une pièce qui s'appelait Le Contrat et c'est devenu L'Emmerdeur. L'Emmerdeur. Et là, je trouve que le film est meilleur que la pièce. Et de la même manière, Le Dîner de cons, c'est mon adaptation sur ma propre pièce et ma propre musique, parce que c'est moi qui ai mis en scène, alors que c'est Mondi qui l'a mise en scène au théâtre, vous voyez. Donc j'ai retrouvé la distance cinéma, parce que je suis beaucoup plus un scénariste qu'un auteur dramatique. Mais de toute façon, vous dites aussi que les pièces peuvent faire de très bons films. Il y a une pièce où on a en commun d'aimer beaucoup Spéciale Dernière de Ben Hecht, qui s'appelle The Front Page par Billy Wilder, et qui est une pièce au départ, et qui est devenu un film formidable avec Jack Lemmon et Walter Matthau. C'est génial comme construction. Alors, vous faites une tournée en ce moment, effectivement, un peu promotionnelle en province, et il paraît qu'il y a un type qui a demandé est-ce que vous avez pensé à tirer une pièce de votre film? Ouais, c'est vrai, c'était alors là... L'éclat de rire dans la salle, et l'ermite, il lui a dit « Qu'est-ce que vous faites pour dîner, monsieur ?» Alors, il paraît que Spielberg a demandé une cassette, donc il va peut-être faire un remake de ça, non? Ça s'est pas passé comme ça. Spielberg a vu le film dans son ranch à Pacific Palisades, là, près de Los Angeles, et il veut faire le remake. C'est-à-dire qu'ils sont en tractation maintenant avec Gaumont. Vont-ils réussir à s'arranger ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas, Spielberg veut faire le film. Comme quoi, quand vous envoyez la pièce à New York, personne n'en veut, et quand vous faites le film, Spielberg est intéressé. Alors le casting, vous êtes un spécialiste en tandem, vous, hein, vos films, c'est toujours un tandem. Alors il y avait Depardieu, évidemment, avec Pierre Richard pour la trilogie La Chèvre, Fugitif et Compère, Brel et Ventura dans L'Emmerdeur. Vous êtes un spécialiste en film d'hommes, où au départ, ils sont pas amis, après ils deviennent amis. Hein. C'est quand même votre truc, ça. Oui, en tout cas, c'est ce que j'aime. Hein. Oui. Et puis, c'est drôle parce que les références que j'ai dans le cinéma sont... Enfin, les films que j'aime sont les buddy stories, les histoires d'amitié. Je pensais à La Traversée de Paris avec Gabin et Bourvil. Je pensais à Midnight Cowboy. Je pensais à L'Arnaque, Butch Cassidy, si vous voulez. Oui, c'est vrai, oui. Oui, il y a comme ça, il y a tout un genre du film où il y a deux... Et d'ailleurs, dans la comédie Le Cornio et La Grande Vadrouille, de Funès Bourvil, c'est aussi... Tout à fait. Alors pourquoi vous n'avez pas pris Brasseur? Il est trop vieux? Écoutez, c'est cruellement dit ce que vous venez de dire, mais en fait, il faut que l'acteur... Le cinéma est plus réaliste que le théâtre. Alors, on peut imaginer, effectivement, Sarah Bernard jouant l'Aiglon à 60 ans. Mais là, un homme de la génération de Brasseur qui était épatant au théâtre, hein, qui joue au Dîner de cons à la soixantaine... Vous y croyez pas? Ah, pas beaucoup, non. Alors, il y a Depardieu qui était pressenti, il était d'accord, puis à un moment, ça s'est pas fait. Non, parce qu'il était vraiment fatigué. Il avait fait énormément de cinéma, il n'en pouvait plus, donc il m'a dit... Mais l'Ermite le fait très très bien. Alors, votre carrière, vous avez commencé par faire des études de médecine, ensuite RTL, vous avez écrit des nouvelles, vous avez écrit évidemment beaucoup d'adaptations et de dialogues pour le cinéma, on ne peut pas tous les citer. Le Magnifique, une histoire formidable. C'est une idée de vous, le Magnifique? Oui, bien sûr. C'est une idée magnifique, c'est ce qu'elle veut dire. Mais vous pensez que Brocal a un peu massacré à la Réal, non? Bah oui, parce que j'ai retiré mon nom. Ah oui, vous n'avez pas mis votre nom au générique. Non, j'ai pas signé le générique. Peut-être que j'étais un peu violent à l'époque, parce que le film tient à peu près le coup, si vous voulez. Mais De Broca qui a un style de cinéma bouffonnant, c'est-à-dire que les acteurs jouent comique. C'était pas du tout ma musique. Quoi. Vous, ce que vous dites aux acteurs toujours, c'est à moi d'être comique, toi tu joues ton truc, et puis c'est moi qui m'occupe que ça soit comique. C'est-à-dire ce que vous dites au sujet des films des frères Zucker, là, de Leslie Nielsen, qui n'est pas, en fait, qui n'est pas quelqu'un de très comique. Non, il joue sérieux, il joue sincère. Il joue sincère, c'est ça votre truc. Alors le Jaguar, ça a bien marché, ça fait 2,5 millions d'entrées, mais enfin pour un film qui a coûté 115 millions, c'est pas non plus le pactole. Comment ça se fait, là? D'un seul coup, on a dit Weber nous fait de la métaphysique et tout. Qu'est-ce qui s'est passé? On n'attendait pas ça de vous? J'étais un peu niais, effectivement. Parce que moi, le sujet m'avait touché, mais je me suis pas rendu compte que c'était un peu enfantin, si vous voulez, comme sujet. Je me suis pas rendu compte que un sujet naïf peut passer pour un sujet bête. J'aime beaucoup le Jaguar, hein, mais on m'a reproché de faire de la métaphysique d'Almanach un peu, et je peux pas lutter contre le jugement, là. Je pense qu'il y a éventuellement ce problème, et puis il y en avait... Peut-être que le tandem fonctionnait pas aussi bien que d'habitude entre Reynaud et Bruel aussi. C'est très difficile de juger un de ses enfants, c'est pour ça que, vous voyez, moi j'adorais le Jaguar, parce qu'en plus le tourné, ça a été formidable. Oui, vous êtes bien marré, Oui, et puis c'était beau, je veux dire, les paysages, tout ça, c'est... Venezuela, tout ça, Alors, aux USA, vous avez fait 2 films, donc le remake de Fugitif, avec Nick Nolte, qui a fait effectivement 45 millions de dollars, c'est quand même pas mal, et Welcome to Busso, alors là, vous n'avez pas fait le scénario, et c'est une catastrophe, là. Alors, en fait, pourquoi vous êtes parti aux États-Unis? Parce que la critique était méchante avec vous en France, non? Non, je suis parti parce que j'avais fait 3 films à plus d'1 million d'entrées sur Paris, et j'avais l'impression d'avoir
à découvrir autre chose. Et c'est là qu'on m'a proposé, Disney m'a proposé des consultants sur scénario chez eux. Ok, c'est très flatteur. Vous rencontrez Katzenberg, Michael Eisner et tout, ils vous disent de venir là-bas. C'était très flatteur, effectivement. Ouais. Vous avez fait 2 films en 7 ans, on ne peut pas dire qu'il vous a fait beaucoup travailler, vos amis américains. Et vous dites on ne devient pas américain à 50 ans, quoi. Non, c'est vrai. Hein, vous avez 50 ans à l'époque. C'est vrai. C'est une expérience un peu douloureuse pour vous, non? Non, parce que j'y suis toujours et que je vais faire un film là-bas. Mais c'est vrai que c'est 2 fois plus de travail. C'est-à-dire qu'ici, je suis chez moi et c'est plus facile. Mais là-bas, on dit un émigré est un homme qui a tout perdu sauf son accent. Ouais. Là-bas, il faut effectivement que je m'habitue et que je m'adapte. Ouais. Il y a les exécutives là-bas, c'est terrible. Mon Dieu. Vous dites comme un torero qui s'est fait encorner un peu quand même. Hein. Alors vous dites encorner, bon, c'est plus poli. Puis il y a des trucs qui passent pas. Par exemple, les sentiments, vous dites, là, je sais plus dans lequel de vos films, la petite fille tombe amoureuse du personnage au départ. Le fugitif. Le fugitif. Enfin, ils comprennent pas pourquoi la petite fille tombe amoureuse. Tout doit être rationnel. Il n'y a pas d'anti-héros, alors que nous, ça fait notre joie. Eux, il doit toujours y avoir une rédemption à la fin. Enfin, c'est des trucs, on n'a pas la même psychologie. C'est ça, oui, c'est vrai. Vous dites que pour réussir à Hollywood, les seuls qui ont réussi, c'est ceux qui avaient fui le nazisme. Il y a ça. Parce qu'ils avaient brûlé leur vaisseau. C'est-à-dire, vous saviez qu'en France, on vous attendait. Donc, c'est vrai. Ma malchance, c'est de ne pas avoir Hitler ici, mais ça va venir. Oui, c'est en train d'arriver. Vous allez être obligé de vivre aux États-Unis, vous allez réussir pour de bon cette fois. Je file tout de suite. Ouais. Alors, on disait que sur le plateau, vous êtes une sorte de réincarnation de Clouseau. Vous êtes un tyran intégral. Avec moins de talent, quand même. Oh, arrêtez. Vous faites faire du jogging. Alors, j'ai lu ça, vous faisiez faire du jogging à Depardieu et à Pierre Richard. Vous en faisiez avec eux, remarquez, mais pour leur faire perdre des kilos. Mais c'est terrible, ça. Surtout à Depardieu, parce qu'il y a une époque où il avait tendance à avoir plus de kilos qu'il n'en fallait. En particulier dans Sous le soleil de Satan, où il jouait l'abbé machin avec l'ascétisme du personnage et 130 kilos, ça prouve l'acteur qu'il est pour faire passer ça. Alors, effectivement, comme je disais tout à l'heure, donc c'est vous le boss hein, sur un plateau, et vous reprenez cette phrase de Billy Wilder. J'ai mis 7 ans à écrire cette phrase, et il y a peu de chances que tu trouves mieux en 3 secondes. C'est une bonne phrase, ça. C'est un truc que je vais ressortir quand je vais parler au patron de chaîne de télé. Alors, les meilleures comédies, vous dites, sont basées sur des sujets dramatiques, c'est-à-dire toujours un regard décalé sur quelque chose de dramatique. C'est-à-dire qu'en fait, quelqu'un qui se prend les pieds dans le tapis, c'est peut être drôle, mais si son fils est suspendu au balcon, c'est beaucoup plus fort. Beaucoup plus fort, oui. Et s'il est président des États-Unis, c'est encore plus fort. Il faut que ça soit décalé, comme vous le dites. Et puis des concepts artificiels aussi. Vous n'avez pas peur, par exemple, vous dites, certains l'aiment chaud, c'est 2 types qui s'habillent en filles pour jouer dans un orchestre. Et le jouet, c'est effectivement au début un truc complètement... Vous partez toujours d'un concept, d'un postulat qui n'a pas peur d'être artificiel. Non, c'est pas grave si vous le rendez petit à petit réel. Le gros travail, c'est ça, en fait. C'est de donner du réalisme à un truc qui, au départ, peut être un peu absurde. Vous êtes fort, hein. C'est un vrai... Non, si, vous êtes... c'est un boulot, quoi. Mais alors, vous travaillez beaucoup... Énormément, hein. Vous écrivez en tout petit comme ça, vos scénars et tout. Vous dites, j'ai jamais été très doué pour la vie, et si j'avais plus aimé la vie, j'aurais moins écrit. C'est sûr. Pourtant, vous aimez le luxe. Il paraît que quand vous arrivez dans un hôtel, vous voulez la meilleure suite, que... Ça n'a rien à voir. Vous pouvez très bien être très heureux dans une chambre de bonne et très malheureux dans une très belle suite. Je dis pas que je suis très malheureux, mais quand je dis que je suis pas doué pour la vie, ça veut pas dire que je n'aime pas la vie. Mais ça veut dire que je suis plus à mon aise quand je suis réfugié dans ce que j'écris que quand je dois me cogner au monde. Et c'est pour ça que j'ai fait en 30 ans 25 films et 4 pièces. C'est que j'ai pas arrêté. J'étais en face d'un mur, j'écris en face d'un mur. Et je repartais avec Campana, Pignon. Il faut se mettre en face d'un mur blanc pour... c'est ça. Campana et Perrin, les noms de tous vos héros. Pignon, oui. Et Pignon aussi, il y a toujours un Pignon. Vous préparez quoi, alors? Je fais une comédie, j'écris une comédie en Amérique en ce moment, pour la tourner en Amérique, en principe. Ah bon? Oui. Ah, vous n'êtes pas dégoûté? Non, je ne lâche pas. Non. Mais vous êtes toute une génération, Daniel Philippaki était un peu comme vous, c'est-à-dire de gens pour qui l'Amérique représente beaucoup de choses et qui finalement voulaient réussir aux États-Unis. Je crois que la génération d'après, finalement, moi j'ai 10 ans de moins que vous, quoi. Pour nous, c'était moins important d'aller réussir aux États-Unis. Vous faites vraiment partie d'une génération qui veut marquer là-bas, non? C'est vrai, non, simplement, on a eu cette génération, peut-être, moi sûrement, l'impression que on arrive au championnat d'Europe, le championnat du monde se passe là-bas. Est-ce que c'est vrai ou pas? Parce qu'on peut très bien faire un championnat du monde dans son propre pays. Il y en a qui l'ont fait. Et moi, j'ai eu cette espèce de fantasme, mais je continue à l'avoir, en fait. Très bien. Je vous remercie beaucoup, Francis Weber. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.